Et comme vous le savez, qui nous mèneront du côté des Landes et du Gers dans quelques dizaines de minutes. Mais pour l'instant, notre question d'été avec une question Twitter qui touche à l'actualité sportive, ma chère Léonore. Avez-vous déjà suivi les épreuves des Jeux paralympiques? 23% de oui, contre 77% de non. Donc il y a encore... Ça bouge un petit peu. Un tout petit peu, oui. On dirait qu'il y en a qui se sont réveillés, qui les ont vus, puis qui nous laissent un petit message. Tant mieux, on va se poser la question justement du coup de projecteur et de la façon dont c'est important pour tout le monde du handicap d'avoir cette vitrine en compagnie, en studio avec nous ce matin de Caroline Pilas. Bonjour Caroline. Bonjour Vincent, bonjour Éléonore. Alors Caroline, vous êtes un peu chez vous, parce que vous êtes c'est un peu ma maison. Vous êtes une chroniqueuse récurrente sur Sud Radio, notamment avec les amis des Vraies Voix, le soir. Ça va, c'est pas trop tôt, 10h quand même. Non, on vous a fait venir plus tôt. Mais j'ai l'habitude. Sur une autre station, je venais à cette heure-là, donc c'est parfait. Ça me change un peu de mes repères. Alors, vous êtes spécialisée du monde du handicap, handicapée vous-même, on va dire malvoyante, c'est-à-dire une cécité partielle. En fait, j'ai moins d'un 20e d'acuité visuelle, c'est-à-dire que le centre de ma vision est mort et j'aperçois en périphérie uniquement des petits points noirs et blancs, confondus constamment avec les repères et les formes. En fait, j'ai l'équivalence de la fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge, version jeune, parce que ça m'est arrivé du jour au lendemain à l'âge de 13 ans et demi. Mes parents, sans le savoir et pour faire court, étaient porteurs sains. C'est une maladie génétique qui se trouve au Téléthon. Et nous sommes 2 millions de malvoyants et d'aveugles en France et 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et le fait que ça ne soit pas de naissance change quelque chose, parce qu'évidemment, vous avez une mémoire visuelle de ce qui vous entoure qui change par rapport à, je dirais, des gens qui sont frappés de cécité dès la naissance. Forcément. Justement, moi, j'ai des repères d'avant. J'ai bien vu... Alors, avec le temps, ça s'estompe, parce bien que sûr. Comme tout le monde, je vieillis. Mais forcément, quand je rêve sans mon handicap visuel, par exemple. J'ai l'impression d'être valide et d'avoir une bonne acuité. Mais ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Il faut surmonter les épreuves. Et je vous le disais, nous sommes un Français sur 5 à être touché par le handicap en France et 15% dans le monde. D'où le fameux slogan que j'ai trouvé magnifique pour ces JO. We the 15. Oui, c'est ça. Nous, les 15. Oui. Eh bien, écoutez, justement, moi, je me pose une question parce que avant d'avoir en ligne Vincent Fagnon qui sera avec nous depuis Tokyo, qui est un athlète paralympique, qui concourt d'ailleurs pour ces Jeux paralympiques, je me demande d'abord si le terme de handicapé est adapté, et notamment au moment des épreuves sportives avec différentes épreuves, une pléthore d'épreuves et des catégories évidemment extrêmement différentes et surtout des handicaps extrêmement différents qui concourent dans les mêmes sports avec peut-être pas les mêmes chances de succès. Donc le handicap, c'est un peu un fourre-tout, c'est un mot fourre-tout quand même. Oui et non, parce que si vous voulez, même si nous avons des personnalités, des éducations et un parcours de vie pour le coup totalement différent, que ce soit de naissance ou par accident comme vous le rappeliez, nous avons ça en commun. Si vous voulez, la différence liée à un handicap visible ou invisible, et donc c'est notre force comme notre faiblesse au niveau de la société. Et le fait qu'il y ait des Paralympiques qui existent, rappelons-le, uniquement depuis 16 ans, met en lumière justement les personnes que nous sommes, au-delà du côté sportif, parce que ces athlètes sont exceptionnels doublement, parce que justement il leur manque un membre ou un sens ou autre chose, et donc ils doivent faire encore plus d'efforts en termes de volonté et d'énergie qu'un athlète classique qui est déjà une personne extraordinaire en termes de dépassement de soi. Mais par extension, le fait de mettre en lumière les personnes en situation de handicap pour ces JO, qui est un événement international, montre que nous sommes des personnes à part entière, que nous sommes des citoyens qui avons des droits au même titre que les autres. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui n'est pas encore totalement adaptée pour nous, ne serait-ce qu'au niveau de la scolarisation, de l'accessibilité, des quotas professionnels. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer au niveau du handicap, et c'est ça qui est important, je pense, dans ces JO, en dehors du côté sportif. Quand vous dites pour nous, Caroline Pilastre, vous parlez au nom du handicap en général. Je m'implique, bien sûr, je pense à tous mes camarades handicapés, parce que nous vivons la même chose au quotidien, et nous sommes handicapés H24, le handicap ne prend jamais de vacances. J'ai trouvé cette cérémonie magnifique.
en termes d'inclusion, parce que je vais vous donner mon propre exemple. Mais des handicapés étaient déjà présents aux Jeux Olympiques, dans la cérémonie d'ouverture, oui. Dans la chorégraphie, j'ai vu des gens en fauteuil, etc. Eh bien, toute la scénographie qui était inspirante, un peu, vous savez, façon Miyazaki, ce réalisateur japonais, oui. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une métaphore par rapport au handicap, la différence, la force que ça nous demande au quotidien, parce que la petite qui était l'actrice principale était une petite qui n'était pas comédienne. Toutes les personnes, justement, lors de ces tableaux, ont été castées au Japon pendant des mois pour pouvoir faire ce tableau magnifique international. Et ça montrait l'évolution du handicap par rapport au diagnostic et au fait de devoir vivre avec tout ce que ça implique en termes de dépassement de soi, en termes de difficultés, de problématiques que nous rencontrons tous. Et donc j'ai trouvé que c'était extrêmement fort et c'était, oui, onirique, poétique, asiatique. Et c'était beau d'avoir inclus toutes les personnes en situation de handicap pour ce tableau. On sent que ça vous a ému. Très ému. C'était le but, certainement, pour les gens handicapés et les autres, tous les autres. Tous les autres. Et Andrew Parsons, qui est le président des JO paralympiques, a tenu un discours très fort en termes d'inclusion. Et justement, il a parlé du côté sportif, parce que nous sommes là pour cet événement, mais en disant que toutes les personnes en situation de handicap dans le monde devaient être prises en considération. Et j'ai trouvé que c'était très émouvant. On va demander son avis à Vincent Fagnon, qui est un paralympien qui est présent à Tokyo, qui nous joint par Zoom. Alors, c'est un athlète qui concourt en para-tir à la carabine, donc tir à la carabine, le para est peut-être presque en trop. Bonjour Vincent Fagnon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, bonjour. Effectivement, comme vous le disiez, le para ne change pas grand-chose, puisqu'au final, on utilise les mêmes structures. Ouais. Vous avez vécu cette cérémonie avec la même émotion que ce que nous disait Caroline à l'instant? Oui, et d'autant plus parce que ce sont mes premiers jeux, donc effectivement, il y a une émotion supplémentaire de découvrir ce magnifique spectacle et comme le disait Caroline, c'est vrai que le discours de Monsieur Persson accentuer la chose sur l'accessibilité et l'intégration des 15% de population avec un handicap. Vincent Fagnon, les Jeux paralympiques, Caroline nous le disait, c'est le moment où on va être confronté de façon positive au handicap et surtout au surpassement de soi pour les gens qui regardent, tous les téléspectateurs et les auditeurs de la radio. Est-ce que c'est aussi le moment pour les handicapés de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et de découvrir les autres handicaps qui sont quand même extrêmement variés, j'ai envie de dire? Oui, c'est aussi le cas. Et alors déjà dans le para-tir, nous avons uniquement 2 catégories différentes de classification de handicap, oui. Ce qui fait qu'il y a énormément de handicapés qui concourent dans la même catégorie. Mais c'est vrai que ça nous permet de rencontrer des gens de par le monde avec des problématiques liées à la guerre, des blessés, des choses comme ça, et également de découvrir leur sport. Alors, vous-même, vous êtes en fauteuil, vous n'avez pas l'usage de vos jambes. Est-ce que c'est très impactant pour le tir à la carabine ? Alors pour le tir, pas vraiment, puisque en fait nous disposons d'un fauteuil roulant spécifique pour le tir, et l'important c'est d'obtenir une très bonne stabilité. Eh oui. Donc que vous soyez debout ou en fauteuil, j'ai envie de vous dire que le fauteuil permet une rigidité supplémentaire. Oui, c'est ça, de ne pas bouger, parce que c'est le but évidemment quand on fait des sports de tir, de précision, comme on va le voir. Restez avec nous Vincent, depuis Tokyo, je le rappelle par Zoom. Caroline, on se retrouve dans un instant pour continuer à se poser la question de ces Jeux paralympiques.
Eh bien, on est de retour. On discutait avec Caroline Pilastre de ces Jeux paralympiques. C'est l'objet de notre question de ce matin. Est-ce que ça évolue sur Twitter, Éléonore? Non, on reste à 22% de personnes qui regardent les Jeux paralympiques. Ou qui ont regardé. Peut-être que ça va s'améliorer, du moins le souhaite-t-on. Alors, peut-être à l'origine de ce manque d'audience, de ce manque de téléspectateurs, il y a peut-être un petit couac de France Télévisions qui a en définitive donné rendez-vous à la fin de ces cérémonies, lorsque le passage de la flamme et du drapeau s'est fait à Paris, directement en 2024, Caroline Pilastre. C'est-à-dire que même moi, je me suis dit, mais ils ont oublié leur programme de fin d'été, les Jeux paralympiques? Et oui, Vincent. Alors, je ne pense pas que ce soit intentionnel de la part de nos confrères de France Télévisions. Non, mais ça montre très révélateur. Oui. C'est révélateur, en fait, du traitement que subissent les personnes en situation de handicap dans la société. Et loin de moi l'idée de faire du misérabilisme, parce que toutes les personnes qui me connaissent savent que ça n'est pas du tout mon genre. Malgré tout, moi j'ai été la première à être choquée aussi, pas uniquement parce que je suis concernée intrinsèquement par le handicap, mais quand on vous donne rendez-vous en 2024, sans préciser que 15 jours plus tard, il y a les petits copains sportifs au même titre que les autres qui vont concourir au JO, ça prouve bien que nous sommes un peu des sous-citoyens. Oui, mais Caroline, c'est peut-être une faute morale et sociétale, mais c'est surtout une faute professionnelle quand les programmes de votre chaîne sont dédiés à cela 15 jours plus tard. Oui, c'est vrai qu'en plus, il n'y a même pas la concurrence. Mais donc, cet oubli, malheureusement, passe mal parce que, par extension, les JO ne représentent pas que le côté sportif qu'il faut mettre en lumière en premier lieu, parce que ce sont ces athlètes qui sont extraordinaires au même titre que les valides. Mais derrière le handicap, vous avez l'humain et tout ce que nous vivons justement en termes d'abnégation au quotidien dans une société qui n'est pas adaptée encore pour nous. Et ce couac fait que on s'est senti lésé. On se dit non mais attendez, je veux dire, vous avez quand même toutes les délégations qui vont être représentées et on n'en parle pas, on ne fait pas une promo là-dessus. Donc peut-être que ça vient aussi de ça, le fait qu'il y ait peu d'audience, ou peut-être que les gens ont peur de la différence. Puis je tiens à rappeler aussi que derrière chaque personne handicapée, vous avez une personne à part entière. Oui. Ça n'est pas pour ça que vous êtes obligé de regarder les JO. Il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas, qui ne sont pas passionnés par le sport et qui peuvent justement s'occuper d'autre chose dans la vie que du côté sportif des Paralympiques. Mais j'aimerais comprendre aussi pourquoi si peu de personnes regardent les Paralympiques. Vincent Fagnon qui est avec nous depuis Tokyo par Zoom. Vincent, est-ce que ça a bruissé dans la délégation française, ce petit couac de France Télévisions? Est-ce que vous en avez parlé entre athlètes du fait que voilà, vous étiez un petit peu mis sur la touche par la chaîne qui est censée vous mettre en lumière? Alors c'est vrai qu'on s'est fait un peu la réflexion qui était la vôtre, c'est-à-dire que juste après le passage de la flamme, directement ils ont parlé de 2024 sans préciser que les Jeux paralympiques arrivaient après. Voilà, un peu, oui. Bah oui, c'est un peu l'impression qu'ont eu beaucoup de gens ici en France. Par ailleurs, vous avez le sentiment que c'est un coup de projecteur quand même fantastique sur le monde du handicap, ces Jeux paralympiques, quels que soient les handicaps, et je dirais même pour les Français, pour les téléspectateurs et les auditeurs, c'est aussi le moyen de découvrir tous les handicaps, parce qu'il y en a qui sont un peu des handicaps orphelins. On pense toujours aux gens en fauteuil, on pense toujours aux paraplégiques quand on dit handicap, mais il y a tellement de handicaps différents et qui impactent la vie des handicapés. Oui, tout à fait, et on peut le remarquer, même si ça n'est peut-être pas encore suffisant, mais il va y avoir plus d'une centaine d'heures de diffusion ou de rediffusion sur France Télé, ainsi que, il me semble, 2 à 3 heures par jour sur l'équipe TV. Ah, très bien. Merci aussi de le préciser. Et Vincent Fagnon, ce sont vos premiers Jeux. Quelle est l'ambiance sur place à Tokyo avec les autres athlètes ? Alors c'est vrai que c'est très convivial. Alors on fait attention évidemment parce que il y a la problématique de la Covid. Voilà, c'est ça. Mais ça permet quand même de pouvoir échanger avec l'ensemble des délégations et principalement déjà d'échanger entre nous dans la délégation française, puisqu'on ne se réunit que pour les Jeux.
Caroline Pilastre, je me posais une question en écoutant notre sondage, enfin qui n'a pas valeur de sondage, mais en tout cas, voilà la question. Un cinquième des auditeurs qui nous répondent ont déjà ou vont regarder les Jeux paralympiques. C'est un réservoir qui est assez restreint. Est-ce que c'est pas parce que ce qu'on attend d'épreuves comme les Jeux olympiques, qu'ils soient para ou pas, c'est d'abord la performance, les records battus, plutôt que la beauté du sport elle-même? Oui, mais je trouve que de toute manière, ces athlètes qui travaillent tout au long de l'année pour faire connaître leur sport méritent d'être mise en valeur toute l'année. Et je pense qu'il y a un problème en termes de visibilité et d'exposition par rapport aux athlètes valides. Notre intervenant pourra préciser ça aussi. Parce que peu de personnes valides dans la société connaissent le nom de certains athlètes handicapés. Et attendez, excusez-moi, mais oui. Et même des athlètes valides. Hein. Oui, une fois les Jeux passés, on a presque oublié. C'est vrai, mais sauf que je trouve malgré tout que le traitement médiatique est un peu différent. Moi, je demande l'équité, véritablement, parce que je pense que justement, si les personnes se rendent compte que ces sportifs sont des sportifs à part entière, avec évidemment une difficulté supplémentaire, mais qu'ils arrivent à surpasser, et c'est ça la force des Paralympiques, eh bien, ils pourront avoir un autre regard qui sera peut-être moins cliché, moins rempli d'a priori sur le handicap dans sa globalité au quotidien. Et justement, vous pensez que les Jeux paralympiques, ça peut provoquer un changement de regard sur les handicapés, par exemple dans le monde de l'entreprise ou dans la société en général? Je ça reste pense, réservé au sport. Mais malheureusement de manière éphémère. C'est-à-dire qu'une fois que les JO paralympiques vont se refermer, tout le monde va reprendre sa vie et on va continuer à vivre les difficultés que nous rencontrons tous en termes de discrimination et stigmatisation au quotidien. Moi, j'aimerais justement que par extension, on mette en lumière ces athlètes au même titre que les valides, une fois de plus, parce que nous ne demandons pas des droits supplémentaires. Nous voulons le même traitement que vous tous. Excusez-moi, Caroline, mais est-ce que vous voulez... au fond, qu'il y ait une sorte de discrimination positive, ou au contraire le droit à l'indifférence, c'est-à-dire être au milieu de tous sans être différent? Alors ça, c'est compliqué. Malheureusement, je vais vous faire du et en même temps, parce que je vais prendre ma propre situation. Je ne serais pas dans les médias sur le plan national si je n'avais pas vécu la discrimination positive, sachant que je proviens d'un casting. Malgré le fait d'être passionnée par ce milieu, et je pense, comme beaucoup d'entre nous, avoir des capacités. Moi, mon but, c'était d'être une chroniqueuse à part entière et qu'on ne mette pas en avant mon handicap. Bien sûr. Et la majorité des personnes en situation de handicap veulent ça. En fait, l'inclusion, c'est quoi? C'est d'être au même niveau que vous tous, être traités comme des citoyens à part entière. Pas sur votre handicap. Bien sûr que non. Maintenant, on sait très bien que si parfois on n'a pas un coup de pouce en termes de discrimination positive, alors moins que dans les pays anglo-saxons où c'est plus la norme, on n'y arrivera pas. Parce que justement, nous sommes quand même assez invisibles au quotidien. Que ce soit dans les médias, en politique, au niveau du sport. Je vous dis, en France, qu'est-ce qui est mis en avant le plus souvent quand on parle de handicap en termes de gros événements? Le Téléthon et les JO paralympiques. Et le reste du temps, même si je n'oppose rien et que tout est important en termes, une fois de plus, de focus. Mais il faut penser que ces sportifs, comme nous tous, nous existons au sein de cette société et que nous voulons juste être pris en compte. Oui, mais vous savez qu'on ne prend pas en compte autant que si on est handicapé soi-même ou touché dans son entourage direct, dans sa famille ou son milieu amical. Donc ce que vous voulez, en fait, c'est que les Paralympiques touchent tout le monde comme si vous aviez un handicapé dans votre famille. Mais vous savez, le handicap, je le rappelais, c'est l'affection, quoi. Ça touche une personne sur 5. Nous avons 13 millions de bénévoles en France. Nous sommes quand même un pays altruiste et empathique malgré ce qui est dit au quotidien. La dépendance va toucher tout le monde. Vous pouvez vous casser une jambe et vous vous retrouvez en situation de handicap quand vous prenez les transports en commun qui sont pas ou peu accessibles. Donc par projection, on peut quand même se dire qu'en dehors du fait que ce soit des athlètes différents de par leur situation médicale, ce sont des personnes et qu'un accident, une maladie, un handicap peut arriver à tout le monde du jour au lendemain. J'en suis la preuve vivante comme beaucoup d'entre nous. Simplement ça.
Vincent Fagnon qui est avec nous à Tokyo. Vincent, vous disiez tout à l'heure, dans votre épreuve en particulier, mais puisqu'on vous a en Zoom, on en profite, dans votre épreuve en particulier, il y a 2 catégories. Vous pouvez juste nous décrire simplement pour qu'on comprenne, parce que c'est assez compliqué. Hein. Je veux dire, déjà les Jeux Olympiques, c'est pas simple, mais avec évidemment la variété de handicaps, et j'ai envie de dire, c'est très compliqué parfois de s'y retrouver. Dans le tir à la carabine, quelles sont les 2 catégories ? Alors les 2 catégories, pour le coup, sont assez simples. C'est-à-dire que vous avez la catégorie appelée SH1, oui. Qui concerne en fait toutes les personnes avec une atteinte des membres inférieurs. C'est ce qui est votre cas. Et ensuite la catégorie... Non, moi je suis dans la 2e catégorie. Donc justement en SH2, où en fait il peut y avoir une atteinte des membres inférieurs, mais c'est principalement dû à l'atteinte des membres supérieurs. Pour résumer, SH1, membre inférieur, SH2, membre supérieur. D'accord. Mais je vais vous poser une question. De la même façon, je fais un parallèle, hein, que la seule épreuve dans laquelle les hommes et les femmes sont confrontés dans les Jeux Olympiques, c'est les épreuves à cheval, hein, l'équitation et notamment le saut d'obstacle. Est-ce que vous, si on vous proposait, parce que votre handicap vous permet d'avoir les mêmes performances au tir qu'un valide, si on vous proposait de mixer en fait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques dans ces épreuves-là, est-ce que vous accepteriez de vous mesurer à des valides? Est-ce que vous aimeriez en fait être dans les mêmes catégories que les tireurs valides? Pourquoi pas, étant donné que les adaptations sont déjà réalisées. Nous avons déjà des disciplines où il y a une mixité homme-femme. Oui. Donc, partant de là, mixité valide et handi, ça ne me choquerait pas. Après, il y a quand même une différence de résultats. Et là, on est vraiment dans du sport à 100%. C'est-à-dire que sur certaines disciplines, nous sommes supérieurs aux valides au niveau des records du monde et tout ça. Et par contre, dans certaines disciplines, nous sommes un peu en retard. Donc, il faut trouver le juste milieu. Pour simplifier, si on se dit qu'un tir de précision, il faut être extrêmement stable, vous pourriez dire que d'une certaine façon, il vaut mieux être assis dans un fauteuil que debout sur ses jambes qui tremblent, en fait. Voilà, ça peut apporter... un certain plus à ce niveau-là. Comme des prothèses en athlétisme parfois qui rebondissent mieux que les jambes, hein. Vous savez, ces prothèses en matériaux composites comme le carbone, etc., où on a effectivement évité de mixer les valides et les handicapés. Pour autant, vous attendez quoi, vous, des Jeux Paralympiques? D'abord, pour vos propres performances, vous concourez quand, vous? Donc je concours le 4 septembre. Ouais. Donc en fait c'est de la carabine 22 long riff en extérieur à 50 mètres. Ce qu'on appelle du tir couché, c'est-à-dire que nous avons des appuis en dessous de nos coudes, comme une personne valide lorsqu'elle s'allonge au sol en fait. D'accord, c'est-à-dire que d'ici là, vous continuez à vous entraîner, j'imagine. Alors pour l'instant, je suis plus dans la phase de récupération du décalage horaire et du vol et également de la cérémonie d'ouverture. Mais à partir d'ici 2 ou 3 jours, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la mise en condition. Des petits entraînements voilà, c'est ça, légers, mais qui permettent de prendre des repères. Et d'ici là, je suppose que ça cause pas mal, ça se rencontre parmi les athlètes. Et en fait, vous parlez aussi de la situation de l'entraînement en France, des équipements qui sont prévus pour les handicapés dans leur ensemble? Oui, on échange justement avec les autres disciplines que pour ma part, je découvre certaines et justement les conditions d'entraînement qui pour nous sont relativement simples puisque dès l'instant où c'est accessible en fauteuil roulant, nous utilisons exactement les mêmes structures. Alors que pour d'autres disciplines, il faut vraiment tout adapter. Des adaptations, et il y a vraiment une spécificité. Oui.
D'ailleurs, on en reparlera. Merci beaucoup, Vincent Fagnon. Et d'ailleurs, Caroline, vous connaissez une équipe justement de foot qui a en ce moment même à Tokyo, c'est ça? Alors déjà, je tiens à dire, allez les Bleus, parce que soyons chauvins. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez, et c'est vrai que c'est un lien humain très fort ce qu'ils doivent être en train de vivre. Oui, moi je suis évidemment proche du Bondy CC Foot Club. Vous soutenez le Bondy CC? Oui, alors Gaël particulièrement, parce que malheureusement Martin est blessé, mais il y a l'équipe du CC Foot, et en fait c'est du foot avec des ballons à grelots, c'est ça? Exactement. Alors les nouvelles technologies sont rentrées en ligne de compte avec l'intelligence artificielle, donc maintenant il n'y a plus les grelots qu'il y avait à l'époque, mais donc si vous voulez, on se réfère au son, et c'est du foot à part entière, mais avec un fonctionnement les buts aussi, et un règlement différent. Du bruit pour dire où ils sont? Non, mais vous avez quand même des valides, des gens qui ont une bonne vision sur le terrain, heureusement. Parce que là, non, mais quand même. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les différents footballeurs, malvoyants ou aveugles, c'est-à-dire que tous doivent mettre un masque pour être au même niveau et jouer totalement dans le noir. Et c'est assez exceptionnel, et c'est vrai que mes copains du Bondy CC Foot Club sont ambassadeurs de la marque que je représente aussi, et qui a fait que j'ai rencontré Lionel Messi. Donc c'est un clin d'œil supplémentaire, et c'est vrai que voilà, je leur souhaite à tous une formidable des formidables jeux, formidables compétitions. Et voilà, merci Cocorico, Caroline. Merci écoutez, à vous. on pense particulièrement à eux, on pense d'ailleurs particulièrement aux malvoyants et non-voyants qui, s'ils n'ont pas l'occasion de regarder la télé, pourront écouter la radio, et notamment Sud Radio. Exactement. Puisqu'on donnera toutes les médailles. Ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et je sais que vous allez être une fan fervente de ces Jeux paralympiques. Exactement. Et j'espère que ceux qui nous écoutent